Que s'est-il passé? Est-ce le Premier ministre de la Slovaquie? Oui, c'est un ami de la Chine. Il est un critique virulent de la politique des États-Unis et de l'Occident envers l'Ukraine. La Slovaquie est un pays slave d'Europe de l'Est. Elle faisait autrefois partie de la Tchécoslovaquie. Politiquement, elle penche à gauche. Elle est en fait très bien gérée, mais elle est assez orientée à gauche et a toujours eu de bonnes relations avec la Russie. Les gens là-bas ressentent une forte connexion avec les Russes en tant que Slaves. De plus, elle est voulu avoir de bonnes relations avec la Chine également. C'est le sentiment majoritaire du peuple slovaque. That's the major sentiment of the people of Slovakia. Anyway, it's been coming under enormous pressure. Quoi qu'il en soit, la Slovaquie subit une pression énorme de la part de l'Occident. Fico, prononcé Fico, a été soumis à des abus incessants de diverses sources. On l'accuse d'être corrompu, dictateur, populiste, agent de Poutine et agent de Xi Jinping. Nous allons entendre de plus en plus de ces accusations tout le temps. Ce que je soupçonne, c'est qu'il pourrait s'agir d'un assassinat planifié. Cela s'est produit en dehors de la capitale, alors qu'il était en réunion privée avec son cabinet. On se demande comment l'assassin en a eu vent. Cependant, nous devons également envisager la possibilité que lorsque des choses négatives sont dites sur quelqu'un, une personne folle puisse décider d'agir en conséquence. J'ai rencontré beaucoup de personnes folles dans ma vie, et je sais à quel point elles peuvent être dangereuses. Donc voilà. Et de nos jours, quiconque n'est pas d'accord ou ne soutient pas ce que l'Occident soutient est étiqueté comme un dictateur, n'est-ce pas? Tout le monde est un dictateur. Tout le monde est un dictateur. Vous savez, ce qui est fascinant, c'est que le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, est également qualifié de dictateur. Même s'ils le veulent comme ami parce qu'ils voient l'Inde comme un contrepoids à la Chine, ils ne lui font plus confiance pour diverses raisons. Des raisons, d'accord. Ils envisagent même de sanctionner l'Inde. Oh, il va aussi être étiqueté comme un dictateur. Oui, l'Inde a signé un accord avec l'Iran, n'est-ce pas? Alors maintenant, ils vont sanctionner l'Inde. Oui, sanctionner tout le monde, sanctionner tout. Ils sanctionnent la Géorgie et ils vont sanctionner l'Inde. Je veux dire, il y a de la folie dans le monde. There is a madness in the world. Avant de commencer, est-ce la cité interdite? Oui, je sais que tu aimeras ça. J'aime la cité interdite sous cet angle. C'est beau en toute saison. En automne, la couleur des arbres est très agréable. Au printemps, on peut voir beaucoup de fleurs. C'est juste un endroit très agréable. À Pékin, il y a des jours incroyables où le ciel est complètement éclairé. C'est le genre de ciel que je vois ces jours-ci. Mais quand vous voyez le reportage de la BBC, ils utiliseront des filtres pour le rendre intentionnellement mauvais. Il y a même un nom pour cela, le grand BBC. Les gens en Chine l'appellent même le grand BBC. Donc vous savez ce qu'ils font. Ils filtrent juste pour que cela paraisse sombre et mauvais. Tellement mauvais. Je veux dire, c'est tellement mal et tellement mauvais. Et tellement enfantin, n'est-ce pas? Enfin, Oui, pourquoi voudriez-vous faire cela? oui, vous savez, il y a une série à suspense en Grande-Bretagne appelée Killing Eve. Une partie de celle-ci se déroulait à Moscou, et ça ne ressemblait pas du tout à Moscou. Cela ressemblait plus à Mogadiscio en Somalie. Si vous allez à Moscou, c'est une ville moderne, très belle, bien gérée et bien planifiée. Rien à voir avec ce qu'elle était censée être dans la série. Et j'ai entendu la même chose à propos de Pékin. Ils ne veulent pas que vous voyiez la réalité, les belles parties d'autres pays ou d'autres parties de la Chine.
Même en dehors de l'Occident, en général, ils veulent que vous ressentiez que l'Occident est très spécial, que tout est beau à l'intérieur de l'Occident, mais qu'à l'extérieur, c'est chaotique, sale et arriéré. C'est comme le jardin et la jungle. And the jungle, yeah. A concept, by the way, Un concept, soit dit en passant, inventé par Rudyard Kipling, qui est le poète britannique le plus associé à l'Empire britannique. Il était un grand poète impérialiste. Je dis ça juste comme ça. just say. Okay. Okay, that makes sense. Yeah, that makes sense. All right. So, let's start with D'accord. Xi Jinping's visit. Cela a du sens. Très bien. Commençons donc par la visite de Xi Jinping. Pour résumer, le but de son voyage, selon les médias chinois, implique 3 points principaux. Premièrement, améliorer la relation avec l'Europe en général. Cette visite est réciproque car Macron a visité la Chine l'année dernière, donc Xi rend la visite. À travers cette visite en France, la Chine vise à améliorer sa relation avec l'Europe et à approfondir les liens en termes de commerce et d'économie. Deuxièmement, en visitant la Hongrie et la Serbie, Xi veut montrer au monde que la relation avec la Chine est mutuellement bénéfique. Toutes les parties en bénéficient. Mutually beneficial, right? That Yeah. all parties benefit from it. It's not imperial, it's not, everybody's equal. Ce n'est pas impérial. Il ne s'agit pas d'une domination d'un côté, il s'agit d'égalité. Les deux parties en bénéficient également. Cette visite vise à le démontrer, en particulier aux autres pays européens. Le troisième point est que les médias chinois croient que Xi Jinping a visité l'ambassade qui a été bombardée en 1999. Cela est perçu comme un avertissement à l'OTAN, surtout depuis que l'OTAN ouvre un bureau au Japon, ce qui ne plaît pas à la Chine. La visite de ce site envoie un signal. Nous n'avons pas oublié. Ne faites rien de stupide. Nous sommes préparés cette fois et nous ne laisserons pas passer si vous faites quelque chose d'imprudent. Donc, cela semble être le message. Je ne suis pas sûre que l'OTAN le comprendra, mais est-ce à peu près le but du voyage? Et pensez-vous qu'il a atteint tous ses objectifs? Purpose, and do you think he achieved all these goals? Right, I think that was the trip's purpose, and I think he achieved. D'accord. Je pense que c'était le but du voyage, et je crois qu'il a atteint 2 de ses objectifs. Les objectifs qu'il a atteints étaient liés à ses visites en Serbie et en Hongrie. J'ai des contacts sur place dans les 2 endroits, et ils me disent 2 choses. Premièrement, les voyages eux-mêmes, en termes d'interaction avec les gouvernements, se sont très bien passés. La Hongrie a maintenant forgé un partenariat stratégique avec la Chine, et le gouvernement hongrois se sent très à l'aise avec la relation avec la Chine. Il en va la Serbie. La Serbie a toujours historiquement la Chine comme un ami. Always seen China as a friend. It's a friendship that goes all the way back to the C'est une amitié qui remonte à la création de l'ancienne République socialiste de Yougoslavie et de la République populaire de Chine, datant des années 1940. Elle a résisté à l'épreuve du temps. Il n'y a jamais eu de moment où la Chine et la Serbie ont été antagonistes l'une envers l'autre. Au niveau officiel, la visite a été très réussie. Elle a transmis le message qu'une relation avec la Chine peut être très satisfaisante. Elle a également démontré l'énorme chaleur des sentiments envers la Chine de la part des peuples de ces 2 pays. feeling towards China of the people in these 2 countries. And apparently, and I'm told this especially about Serbia. Apparemment, on me dit cela surtout à propos de la Serbie, mais sans doute aussi dans une certaine mesure à propos de la Hongrie. Ils étaient absolument ravis que le président chinois soit venu dans leur pays. Les 2 pays ressentent beaucoup de pression parce qu'ils ne suivent pas toujours la ligne occidentale sur diverses questions. Voici le leader de la Chine, les visitant en tant qu'amis. Cela a fait sentir aux gens, pas seulement au gouvernement, qu'ils ont un ami fort et tendre. La réception publique de Xi Jinping a été formidable dans les 2 pays, mais peut-être surtout en Serbie, où il ressent encore plus la pression. But perhaps especially in Serbia, where they feel the pressure even more. So, it's a thing to bear in mind. And C'est quelque chose à garder à l'esprit. J'ai une sensation similaire quand je pense à mes voyages en Russie, bien que je n'y sois pas allé depuis un moment.
Plus la Chine a de contacts et d'implications avec des pays comme la Russie, la Serbie et la Hongrie, plus les gens de ces pays deviennent favorables et heureux. Ce n'est pas toujours le cas dans les relations internationales. Souvent, lorsque deux pays deviennent très proches, then ich arrive to person T-slope. Scaredy, search Pepperjing and Call. Start to develop, and they emphatically haven't done in this case. I guess that's another goal is to Oui, je suppose qu'un autre objectif est de montrer un soutien fort à la Serbie et à la Hongrie. Comme vous l'avez dit, ils sont sous beaucoup de pression. Une chose que vous avez mentionnée est qu'Orban lui-même est de droite. Certaines personnes le qualifient même d'extrême droite. Quoi qu'il en soit, il était anticommuniste. Et voici un dirigeant d'un pays communiste, du moins de nom. Mais j'aime le fait que les gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, trouvent un terrain d'entente. Le terrain d'entente est que les pays se développent ensemble, commercent et se respectent mutuellement. Peut-être avons-nous des vues différentes sur certaines idéologies, mais cela n'a pas vraiment d'importance en termes pratiques. J'aime vraiment cet aspect que la gauche et la droite peuvent travailler ensemble pour l'amélioration des deux pays. Je pense que c'est un bon message. C'est un très bon message. C'est le message que le monde aime. Et c'est celui qui a fait tant d'amis à la Chine. Les Américains arrivent et vous parlent de leurs valeurs tout le temps. Ils vous donnent des leçons sur la façon dont vous devriez vous comporter et ce que vous devriez faire. Vous n'obtenez jamais cela de la Chine. Les Chinois disent « Gérez vos affaires comme vous le souhaitez. Cela ne nous regarde pas. C'est votre affaire. Nous nous occupons de nos affaires. Oh, vous vous occupez des vôtres. » Mais si nous pouvons trouver de bonnes relations et de bonnes relations commerciales, si nous pouvons, comme le disent toujours les Chinois, trouver ensemble des solutions gagnant-gagnant sur le commerce et toutes sortes de choses, alors pourquoi ne pas aller de l'avant avec eux? Les gens aiment entendre cela. Donc Orban, comme vous l'avez dit, est un anticommuniste très fort. Je me souviens dans les années 70, quand il était le principal dissident de la Hongrie. Il s'entend extrêmement bien avec la Chine. Le fait que Xi Jinping soit un communiste et le leader du plus grand parti communiste du monde n'entre pas en ligne de compte. Et c'est ainsi que cela devrait être. Oui, je veux dire, après tout, il s'agit des deux pays et de leur peuple, non? Nous devrions nous respecter mutuellement sur cette seule base. Donc oui. Et pourquoi pensez-vous qu'Ursula von der Leyen est toujours là? Je veux dire, elle est allée en Chine l'année dernière et la voilà de nouveau. Pensez-vous qu'elle essaie d'y être elle-même ou Macron l'a-t-il invitée pour montrer que ce n'est pas seulement à propos de la France, mais que la France est dominante dans l'UPLA? Je veux dire, quel est le problème avec Pékin? J'ai entendu dire que lorsque cette réunion a été organisée, Macron voulait qu'Olaf Scholz, le dirigeant allemand, le rejoigne. Cependant, Scholz ne voulait pas y assister. Macron et Scholz ont divers problèmes personnels et des désaccords sur les relations avec la Chine. À la place, Macron a obtenu Ursula von der Leyen. L'opinion générale est qu'elle est là pour surveiller Macron. Macron n'est pas entièrement digne de confiance pour l'establishment atlantiste, auquel Ursula von der Leyen appartient absolument. Lorsque Macron est allé en Chine l'année dernière et a rencontré Xi Jinping, il est revenu en disant des choses que les Américains et l'establishment atlantiste n'ont pas appréciées. Donc elle était là pour s'assurer que cette fois-ci, il suivait la ligne du parti. Oui. Eh bien oui, c'est ce que disent les médias chinois, que von der Leyen est là pour les États-Unis. Oui, exactement. C'est exactement quoi elle est là. Maintenant, il y a aussi une rumeur en Chine disant que Macron veut ramener Angela Merkel pour remplacer von der Leyen, car son mandat est terminé. Avez-vous entendu cette rumeur? Est-ce une possibilité?
Is that a It's a possibility? it's a possibility, but I think it is very unlikely. C'est une possibilité, mais je pense que c'est très improbable. Le gouvernement allemand actuel voudra probablement rester avec Ursula von der Leyen. Ils ne voudront probablement pas faire de changement. Et bien sûr, les États-Unis ne voudront pas non plus changer. Angela Merkel a été une figure dominante de la politique européenne pendant près de 2 décennies. Cependant, elle n'est pas entièrement de confiance pour l'establishment atlantiste non plus. Elle a noué des relations solides avec les Russes et des relations extrêmement fortes avec les Chinois. Extremely strong relationships with the Chinese. Obviously, she's done public Évidemment, elle s'est publiquement repentie de ne pas avoir suivi la ligne du parti sur ces questions, mais je ne pense pas qu'elle soit entièrement digne de confiance. Les Allemands, les Américains et les Britanniques, qui bien sûr ne sont pas membres de l'UNPOR mais ont tout de même une certaine influence, préféreront probablement la garder plutôt que de faire venir quelqu'un d'autre. En revanche, Macron a travaillé raisonnablement bien avec Merkel et préférerait de loin avoir une ancienne collègue plutôt que Ursula von der Leyen qui le surveille constamment. Donc je pense que c'est vraiment la dynamique ici. So I think that's really the dynamic here. Yeah, last time there was somebody pointed out the last time when Xi Jinping went to Europe. Oui, quelqu'un a fait remarquer que la dernière fois que Xi Jinping a visité l'Europe et s'est rendu en France, c'était il y a 5 ans. À cette époque, Angela Merkel était encore chancelière de l'Allemagne et elle est allée rencontrer Xi Jinping avec Macron. Cela montre qu'elle avait probablement une attitude différente envers la Chine par rapport à Scholz. Je dois dire que la récente visite française a effectivement généré quelques résultats. La Chine et la France ont signé 4 déclarations conjointes et 18 accords de coopération de divers types. Les 4 déclarations conjointes sont assez intéressantes. L'une concerne le Moyen-Orient, une autre la biodiversité et les océans, la troisième l'intelligence artificielle et la gouvernance mondiale, et la dernière les échanges agricoles. Donc ils ont signé tout un tas de déclarations conjointes. Il semble que la France veuille travailler davantage avec la Chine. Est-ce aussi votre impression? It seems like that. Is that your impression? Yes. Again, France is another. Oui, encore une fois, la France est un autre pays avec une très forte tradition moderne d'entretenir de bonnes relations avec la Chine. La France, je pense avoir raison de dire, a été la première des puissances occidentales à reconnaître la République populaire de Chine. Charles de Gaulle et d'autres dirigeants français, comme Georges Pompidou, ont toujours insisté sur une relation bonne et étroite avec la Chine. Les entreprises et l'industrie française, ainsi que de nombreuses personnes en France, souhaitent avoir une bonne relation avec la Chine. Parfois, Macron a également voulu cela. En fait, je dirais que le bon côté de Macron, le côté intelligent de Macron, qui existe bel et bien, est le Macron qui est un politicien pratique et clairvoyant. Il veut une bonne relation avec la Chine. He wants a good relationship with China. He genuinely does. I mean, the things that he was saying last year. Il le fait vraiment. Les choses qu'il a dites l'année dernière, après son retour de Chine, étaient absolument vraies. Il ressent effectivement la pression exercée par les Américains. Donc ce que les Français ont fait, c'est adopter une position ferme sur les grandes questions politiques qui préoccupent les Anglo-Américains, comme l'Ukraine et les véhicules électriques. Nous y reviendrons dans un instant. Mais sur d'autres sujets, ils ont conclu des accords importants avec la Chine. Je pense qu'ils se disent en privé, « Attendons que cette tempête passe, ce qu'elle fera. Ensuite, nous pourrons maintenir notre relation avec la Chine et aller de l'avant quand nous le pourrons. » And start moving forward with it when we can. And I think that is what the French. Je pense que c'est ce que les Français veulent. Cela va au-delà de Macron d'ailleurs. Je pense que c'est ce que les Français cherchent à faire. Ils ont de nombreux domaines où ils pourraient collaborer avec la Chine. Vous avez mentionné des sujets importants comme la technologie. La France a une économie très orientée vers la technologie et investit massivement dans ce domaine. Ils seront probablement à la fois inquiets et intéressés par les développements aérospatiaux chinois.
La Chine développe son industrie aérospatiale à grande échelle. La France a également une industrie aérospatiale. Dassault est un fabricant de chasseurs et Airbus est basé à Toulouse en France. Airbus is based in Toulouse, in France. So they would probably want. Ils voudraient probablement construire et continuer cette relation s'ils le pouvaient. Et bien sûr, quand nous parlons de véhicules électriques, qui est le sujet du jour, tout le monde en parle. La France tient à développer les véhicules électriques. Mais je pense encore une fois qu'il y a un instinct en France. Les entreprises automobiles françaises, d'ailleurs, sont historiquement assez bonnes pour entrer dans des partenariats avec des entreprises d'autres pays. Je pense que les Français se disent probablement, eh bien, vous savez, nous tenons à développer notre industrie des véhicules électriques. Plutôt que de concurrencer les Chinois, ne serait-il pas plus judicieux de travailler avec eux plutôt que contre eux, étant donné la force des Chinois dans ce domaine? Given how strong the Chinese are in this area. So I think there are lots of opportunities for France. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour la France et la Chine de bien collaborer. Et qui sait, une fois que cette tempête sera passée, ce qui arrivera un jour, peut-être que tout cela s'arrangera. Mais en attendant, Macron, très contraint, suit la ligne du parti. Il prend des positions fermes sur l'Ukraine et les véhicules électriques. Cela gâche l'ambiance. Il est difficile d'avancer avec toutes ces bonnes choses quand tout cela se passe en même temps. Remarquez que les Américains ont annoncé leur tarif de 100% sur les véhicules électriques, à peu près au même moment où ces réunions en France avaient lieu. At essentially the same time that these meetings in France were taking place. Yeah. You see that it's always Oui. interesting to me that for Vous voyez, c'est toujours intéressant pour moi que pour des gens comme Macron et pour le pays en général, c'est un peu contradictoire. Je pense que la Grande-Bretagne est comme ça aussi. D'un côté, vous voulez être un leader. De l'autre côté, vous ne pouvez pas vous tenir debout de manière indépendante. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Si vous voulez être un leader, vous devez être fort et indépendant. Vous ne pouvez pas simplement suivre ce que les gens autour de vous veulent. Vous devez être indépendant et ne pas toujours céder aux demandes américaines. Mais il semble que Macron ne peut pas aller à l'encontre des atlantistes. En même temps, il veut aussi être le leader de l'Europe. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Je pense que c'est le paradoxe. Je pense que c'est le paradoxe. I think that's I- the paradox. Yeah. I think you're absolutely right, and I think there's a lot more understanding of that in France. Je pense que vous avez tout à fait raison. I mean, France has Et je pense qu'il y a beaucoup plus de compréhension de cela en France, d'ailleurs, qu'il n'y en a en Grande-Bretagne. policies. Um, Je veux dire, General de Gaulle, when la France a, dans un passé relativement récent, had a very different, essayé de poursuivre des politiques indépendantes. he pushed back against them. Le général de Gaulle, lorsqu'il était président de la France, avait notoirement une relation très difficile avec les Américains, parce qu'il leur tenait tête tout le temps, sur le Vietnam, sur le Moyen-Orient, sur les relations avec la Chine et sur les relations avec l'Union soviétique également. De Gaulle's strength Il affirmait l'indépendance nationale de la France. Macron n'a pas la force de personnalité de Gaulle, ni son autorité internationale ou domestique. Mais cela ne signifie pas que Macron n'est pas un homme intelligent qui ne comprend pas cela. and of course Bien sûr, il y a beaucoup d'autres personnes en France qui comprennent très bien et qui sont très frustrées que la France, qui a cette longue tradition et se qualifie de grande nation, soit subordonnée aux obsessions américaines de cette manière. is subordinated to American obsessions in this way. One sign, by the way, of the Un signe des véritables sentiments des Français à l'égard de la Chine et de cette visite a été l'accueil qu'ils ont réservé à Xi Jinping. Je ne sais pas si cela a été montré à la télévision chinoise, mais la cérémonie avec laquelle Xi Jinping a été reçu à Paris était tout simplement hors norme. Si vous voyez les images du cortège, vous voyez que toute la cavalerie de la maison de l'Élysée est là. On ne fait pas cela pour tout le monde. Je pense que les Français envoyaient subliminalement un message à Xi Jinping disant « Regardez, nous ne sommes pas seulement une grande nation, ce que tous les Français croient, mais nous savons aussi que vous avez raison et nous voulons vous accueillir. »
knows you're right and wants to welcome you. Yeah, it's always kind of like mixed message. Oui, c'est toujours un message mitigé. J'ai l'impression qu'avec Macron, une minute, il dit des choses très sensées, donnant l'impression qu'il veut avoir une politique étrangère française indépendante. Puis le moment d'après, il dit quelque chose de fou, comme des bottes sur le terrain, et on se demande ce qu'il fait. C'est toujours difficile à comprendre. Il essaye de trouver un équilibre, je suppose, mais au final, je ne pense pas qu'on puisse vraiment équilibrer cela. Souvent, il faut choisir. Voulez-vous être le leader? You want to be the leader or you don't, right? Well, you are exactly. Eh bien, merci. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Une ancienne fonctionnaire française du ministère des Finances, qui est une amie personnelle de longue date, m'a dit récemment que Macron est fou. C'était son commentaire sur tout ce va-et-vient. Et elle l'a dit sans y être incitée. Nous ne parlons généralement pas de questions politiques, mais elle a abordé le sujet. Elle a dit qu'il est devenu complètement fou. He's gone absolutely mad. Yeah. Having spy. Oui, avoir du courage n'est pas une chose facile. J'ai remarqué cela. En particulier, dans l'Occident d'aujourd'hui, il semble que si peu de gens ont vraiment du courage. Eh bien, en effet, oui, d'accord. La personne qui a du courage, c'est Poutine. Donc, oui. Il est soit en route pour la Chine, soit il est peut-être déjà arrivé. Et vous savez, nous avons lu qu'il a donné une interview, d'accord? Et puis, vous avez également souligné qu'il amène cette énorme délégation en Chine. Alors, que pensez-vous que soit son objectif en visitant la Chine? C'est sa première visite, juste après le début de son nouveau mandat, n'est-ce pas? Son premier endroit à visiter est la Chine. Absolument. Son objectif est probablement de renforcer le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. Cette visite signifie l'importance qu'il accorde à leurs relations, surtout dans le climat politique mondial actuel. Renforcer les liens économiques, discuter des intérêts mutuels et peut-être se coordonner sur des questions internationales sont probablement en tête de son agenda. Oui, Well, I mean, what he is doing again is Eh bien, ce qu'il fait, c'est tout d'abord signaler au peuple russe et à la Chine que pour la Russie, la Chine est le pays le plus important. Cela était déjà vrai avant le début du conflit en Ukraine. L'arc des relations sino-russes est long, mais elles se sont régulièrement améliorées depuis le début des années 1980. Vers le milieu des années 2000, elles ont commencé à prendre une masse critique. At some point in the mid-2000s, they started to get critical mass. Then there was the 2014 Ukraine crisis, which gave them a huge further. Puis il y a eu la crise ukrainienne de 2014, qui a donné un coup de pouce significatif à leurs relations. Il est devenu clair que Poutine et Xi Jinping s'entendaient bien sur le plan personnel et se comprenaient très bien. Depuis lors, surtout avec l'opération militaire spéciale, cette relation est devenue cruciale pour les Russes, tant sur le plan psychologique qu'économique. Savoir qu'ils peuvent trouver un bon accueil amical en Chine est très important pour eux, tout comme pour les Serbes et les Hongrois. Cela leur donne le sentiment de ne pas être isolés ou dans une forteresse assiégée. Alors pourquoi y va-t-il? Que fait-il? Tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est son premier voyage. Why is he going? What is he doing? First of all, as I said, it's the first trip he does. It shows again how important China is. Cela montre encore une fois à quel point la Chine est importante pour la Russie. C'est aussi un acte de courtoisie envers Xi Jinping. Après que Xi Jinping a été réélu président de la Chine, son premier voyage a été en Russie. Les Russes en sont très conscients. Donc, étant donné que le premier voyage de Xi Jinping a été en Russie, il est normal que le premier voyage de Poutine soit en Chine. Mais au-delà de cela, les Russes accueillent le prochain sommet des BRICS. Ils ont un agenda économique très ambitieux lié à ce sommet. Il s'agit de finances, de systèmes de commerce et de systèmes de paiement. Notez que la présidente de la Banque centrale de Russie fait partie des personnes qui participent à ce voyage, tout comme le ministre des Finances. Joining in this trip, as is the finance minister. Now, if it's a trade
trip, you don't usually bring your finance Maintenant, minister. s'il s'agit d'un voyage commercial, vous n'amenez généralement pas votre ministre des Finances et le président de votre banque centrale avec vous. Ils vont donc évidemment parler de financement, de transfert d'argent et de choses comme ça. C'est pourquoi ils viennent. Mais au-delà de cela, comme je l'ai dit, il y a un agenda massif pour rapprocher les deux économies et faciliter les investissements chinois en Russie. Dans une certaine mesure, bien que pas à la même échelle, il y aura aussi des investissements russes en Chine. D'ailleurs, on en parle. Yeah, I find that Putin's this term his focus is now. Cette fois-ci, son attention est désormais très portée sur l'économie, n'est-ce pas? Il a déplacé Shoigu au Conseil de sécurité nationale. Il me semble que le travail de Shoigu consiste maintenant à coordonner tous les aspects économiques. Il y a une économie de guerre en cours, très robuste en ce moment en Russie. Donc Shoigu doit coordonner cela avec le secteur civil et le secteur de l'énergie. Vous savez, toutes les parties de l'économie, n'est-ce pas? You know, all the parts of the economy, right? Yeah. And then this new guy, Belousov, who's going to. Et puis il y a ce nouveau gars, Belousov, qui va remplacer Shoigu. C'est un économiste, non? On dirait qu'il continue de se concentrer sur le complexe militaro-industriel et l'économie de guerre. Maintenant, ils vont en Chine pour des discussions. En attendant, c'est le côté Poutine. Xi Jinping vient de visiter l'Europe, parlant également de l'économie. Donc Poutine a remanié sa stratégie pour se concentrer sur l'économie. Xi Jinping parle à l'Europe de renforcer les liens économiques. Maintenant, les deux se réunissent pour planifier leurs relations et se mettre à jour sur leurs aspects respectifs. Et bien sûr, il y a les BRICS. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe ici? Absolutely. BRICS, and then the BRICS, right? So is that That's what's right. going on here? No, I think you're absolutely right. Now, I think the thing to understand about Shoigu. Je pense que vous avez tout à fait raison. Maintenant, ce qu'il faut comprendre à propos de Shoigu, c'est qu'il est ingénieur civil de formation. C'est un gestionnaire dont les compétences particulières se situent dans ce que l'on pourrait appeler les grandes industries lourdes, la construction de machines, l'acier, tout ce genre de choses. C'est ce qu'il connaît et c'est ce qu'il fait très bien. Bien sûr, c'est une partie essentielle du complexe militaro-industriel, qu'il va maintenant essentiellement diriger en tant que secrétaire du Conseil de sécurité. Belousov, qui vient d'être nommé ministre de la Défense, est qualifié d'économiste. Il n'a pas de diplôme en économie, mais ce n'est pas un économiste au sens occidental. Son parcours est davantage axé sur la planification des hautes technologies. His background is more in high technology planning. So he worked at the Central Mathematical Institute. Il a donc travaillé à l'Institut central de mathématiques à Moscou, qui a été créé dans les années 1960 pour intégrer tous les systèmes d'information à travers l'Union soviétique. Cela ne s'est pas produit parce que l'Union soviétique n'avait pas l'infrastructure nécessaire à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il faisait. Il se concentre sur la planification à long terme pour développer les hautes technologies et la base scientifique. Son parcours est à l'Académie des sciences, qui est la principale institution scientifique de la Russie, où il a travaillé pendant la majeure partie de sa carrière. De plus, il a été impliqué dans les systèmes de planification de Gosplan. In the planning systems, in Gosplan. Gosplan was the former Soviet Central Planning Agency. Gosplan était l'ancienne agence de planification centrale soviétique, qui, après l'effondrement de l'Union soviétique, a été absorbée par le ministère de l'économie russe. Mais il est un planificateur axé sur les questions de haute technologie. C'est ainsi que ces deux hommes se complètent. Shoigu s'occupe des grandes plateformes industrielles militaires, celles qui produisent les chars, les véhicules de combat d'infanterie, les obus et les roquettes. Belousov est plus intéressé par les ordinateurs, l'IA, les drones et ce genre de choses. Dans les deux cas, il s'intéresse également à l'économie civile. Belousov a un parcours dans l'économie civile plus que Shoigu. Un autre responsable rejoignant ce voyage est un homme appelé Manturov, qui est maintenant devenu le premier vice-premier ministre. A man called Manturov, who's now become first deputy prime minister, and he is in overall charge now of
the Et il est maintenant en charge de l'économie russe, ce qui était l'ancien poste de Belousov. Manturov, qui était le ministre de l'Industrie, se concentrait davantage sur l'industrie civile, la production automobile, les véhicules électriques et les biens de consommation. Donc, il y va aussi. Vous pouvez voir que ces trois personnes sont là ensemble et elles se connaissent toutes. Ils vont rencontrer leurs homologues chinois. En cours de route, Novak, qui est en charge du complexe énergétique, y compris l'industrie pétrolière et gazière, sera également présent. Ce sera une négociation importante. De plus, comme je l'ai mentionné, il y aura Nebulina, le président de la Banque centrale, et le ministre des Finances, Siluanov. and the finance minister Siluanov. They're also there too, talking, as I said, about finance and all of these. Ils discutent également de finances et d'autres sujets connexes. Les Russes disent « Regardez, nous devons développer tout cela. Nous avons un programme massif de développement des infrastructures en cours. Nous développons également nos propres industries de microprocesseurs et d'ordinateurs. Nous avons de grands projets, mais nous voulons d'abord coordonner tout cela avec les Chinois et l'intégrer avec eux. De cette manière, nous avons un système homogène qui fonctionne pour nous et consolide notre relation avec la Chine. De plus, l'aérospatial est un autre domaine où ils ont déjà des projets communs, y compris des programmes spatiaux et des missions lunaires. Space as well, moon programs and all that kind of thing. So there's going to be a massive discussion. And of course, it's not only just going to happen over. Il y aura une discussion massive, et cela ne se fera pas en 2 jours. La raison principale pour laquelle tous ces responsables se rendent à Pékin est que Poutine veut présenter son nouveau gouvernement aux Chinois. Xi Jinping voudra également que ces responsables rencontrent et fassent connaissance avec leurs homologues chinois en personne. De cette manière, il ne s'agira pas seulement de réunions virtuelles tout le temps, mais de véritables rencontres en face à face, permettant aux relations de se développer et de se renforcer. C'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Developed and built up in that way. So I think that's what this is basically all about. Ça semble un voyage triché. There's so many. There's going to be an informal. Vous savez, il va y avoir une réunion informelle entre Xi Jinping et Poutine. Les Russes disent que ce sera la réunion la plus importante de toutes. Elle impliquera Poutine, Xi Jinping et leurs interprètes. Il y aura également des sessions plénières où tout le monde sera présent. De plus, il y aura de nombreux groupes de travail en parallèle. Sans aucun doute, toutes sortes de documents ont été préparés, y compris une déclaration commune d'intention et de politique. Cependant, le but principal n'est pas seulement de terminer le travail de ces groupes. Il y aura divers accords commerciaux, dont beaucoup sont déjà en préparation. L'objectif principal est de rassembler les gens pour qu'ils puissent apprendre à se connaître, comprendre comment est l'autre personne et mieux travailler ensemble à l'avenir. And that they can work together better like that in the future. I find that Je trouve que les économies de la Russie et de la Chine sont en réalité très complémentaires. Par exemple, il y a de nombreuses questions stratégiques et de la concurrence entre les États-Unis et la Russie. Les deux pays sont importants dans les exportations d'énergie et militaires, donc ils se font concurrence dans ces domaines. En revanche, la Chine et la Russie ont des économies très complémentaires. Bien que la Chine exporte des armes, ce n'est pas un axe majeur pour eux. Ils sont plus impliqués dans les biens de consommation et des produits similaires. La Russie, quant à elle, est riche en ressources énergétiques dont la Chine a besoin pour son industrie manufacturière. Cela rend leurs économies très complémentaires. De plus, il y a des domaines où ils peuvent collaborer, comme le développement de puces et les programmes spatiaux. Dans l'ensemble, leurs économies fonctionnent bien ensemble. economy, it works well between the two of them. You are completely right. Now, I mean, Russia and China, Russia and the US. Vous avez tout à fait raison. La Russie et la Chine, ainsi que la Russie et les États-Unis, comme vous le dites justement, ont certaines similitudes dans leurs économies. Cela n'est pas surprenant, car les deux pays sont de vastes étendues de terre avec beaucoup de matières premières. La Russie, comme les États-Unis,
est un grand producteur de nourriture avec une énorme base agricole et un immense complexe énergétique. Ce sont essentiellement des économies continentales autosuffisantes. Cependant, ils savent tous les deux, en particulier les Russes en ce moment précis, que si leur économie doit croître et se développer, elle doit commercer. La tentation à laquelle les Russes sont toujours confrontés et qu'ils doivent résister est de se replier sur l'autosuffisance, car cela peut favoriser la stagnation. Because what that can do is it can foster stagnation. You need to go out and trade in the outside world. Vous devez commercer avec le monde extérieur pour maintenir votre économie compétitive et pleinement productive. And for the Russians, Pour les Russes, c'est pourquoi la Chine est si importante. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont actuellement besoin d'importer des microprocesseurs et des machines-outils de Chine, ce qu'ils font. C'est important pour le long terme. Ils comprennent cela très bien. Ils savent que pour que la Russie soit un pays pleinement moderne, à jour, avec les normes de vie les plus élevées possibles, elle doit commercer. Elle doit commercer avec un pays qui n'est pas autosuffisant de la même manière, un pays qui est la plus grande nation commerçante du monde, avec des industries extrêmement modernes et compétitives et une technologie de pointe. and is very strong in high technology, and that is China. So that's Et c'est la Chine. Donc c'est un point que les Russes ont compris. Quand je dis qu'ils l'ont compris, je les ai entendus le dire. Cela fait longtemps que je ne suis pas allé moi-même au Forum économique de Saint-Pétersbourg, mais je me souviens avoir entendu des Russes faire exactement ce point. Nous devons sortir et commercer. À un moment donné, ils pensaient que l'Europe serait l'endroit pour le faire. Ils ont maintenant découvert que ce n'était pas le cas. Ils ont constaté que la Chine a en fait plus à offrir que l'Europe à bien des égards. Et, bien sûr, cela ne vient pas avec le bagage idéologique et historique que l'Europe a. Donc ce sont deux économies très complémentaires et les Russes le comprennent très bien. and certainly on the Russian side, they understand that very well. Yeah, and talking about, you see, China. Oui, et en parlant de la Chine, il y a une grande leçon à tirer. La Chine a réalisé que l'isolement ne fonctionne pas. Une partie du problème pendant les 100 ans d'humiliation était que la Chine essayait de se fermer. Ils savaient ce qui se passait en Europe. Ils en avaient entendu parler. La Révolution française, par exemple, a effrayé la dynastie Qing. Ils pensaient « Nous sommes assez grands, nous avons des ressources. Nous pouvons subvenir à nos propres besoins. » Et c'est tout. C'était une grosse erreur. Tout historien discutant des 100 ans d'humiliation pointerait cette attitude comme un facteur clé. Il semble que cela se passe aux États-Unis maintenant avec tous les tarifs douaniers. Vous ne pouvez pas laisser cela entrer dans mon pays, vous savez? Et puisque nous parlons du programme spatial sur lequel la Russie et la Chine travaillent, ils ont déjà signé un accord en 2022. Ils ont convenu de construire ensemble une station internationale de recherche scientifique lunaire. C'est un énorme projet, avec des plans prévus pour 2035 à 2040. D'un autre côté, les États-Unis ont adopté l'amendement Wolf en 2011 sous Obama. Sommes-nous d'accord là-dessus? Which is under Obama. Again, we agree, right? The bad relationship between US and China started. La mauvaise relation entre les États-Unis et la Chine a commencé avec Obama, pas avec Trump. Trump l'a simplement rendu plus clair, mais c'est Obama qui a commencé cela. L'une des choses qu'Obama a faites a été de pousser pour l'amendement Wolf, qui interdisait à la NASA de travailler avec la Chine. À quel point est-ce stupide? Je ne pouvais pas croire qu'il l'ait réellement interdit. C'est une chose de dire, d'accord, certaines technologies sensibles doivent être protégées, mais ils ont carrément interdit à la NASA de travailler avec la Chine. C'est donc l'attitude entre les États-Unis et la Chine par rapport à la Chine et la Russie. C'est la différence en termes de programme spatial. You're absolutely correct. I mean, what the Americans are doing Vous avez tout à fait raison. Ce que font les Américains est l'opposé de ce que font les Russes. Les Russes ont également réalisé que s'isoler ne fonctionne pas. En fait,
c'est la pire erreur que l'on puisse faire. Pendant la période soviétique, surtout les dernières années, ils ont construit une économie très grande et autosuffisante. Mais avec le temps, elle a commencé à stagner parce qu'ils ne commerçaient pas. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de commercer. Ils ont constaté que d'autres pays progressaient plus rapidement et qu'ils étaient laissés pour compte. Were advancing faster than they were and that they were being left behind. The United States is making exactly the same mistake. It's under a lot of pressure. Les États-Unis commettent exactement la même erreur. Ils croient être sous une forte pression. Leur attitude semble être que s'ils ne peuvent pas dominer le monde, alors ils se retireront du monde. C'est comme relever le pont-levis et construire des murs. Si leurs industries ne peuvent pas concurrencer comme elles le devraient, si elles ne peuvent pas fabriquer de bonnes voitures que les gens veulent acheter dans le monde entier, alors elles garderont ces voitures aux États-Unis et les laisseront telles quelles. Tout le monde doit rester à l'écart. C'est exactement ce que vous dites. Now that is again, it is absolutely what you say. It is a recipe for economic stagnation. C'est une recette pour la stagnation économique. Elle naît de l'idée de l'exceptionnalisme américain. Les Américains croient qu'ils sont et seront toujours l'avant-garde technologique. Ils pensent qu'il y a quelque chose dans leur société qui les rend intrinsèquement plus innovants et productifs que les autres. C'est une vision profondément erronée. Je dirais même que c'est une vision raciste, en fait. Mais c'est une vision que les Américains trouvent impossible de laisser derrière eux. Si la Chine réussit mieux dans la fabrication de voitures électriques, et bientôt mieux que les États-Unis dans la fabrication d'avions, ce sera parce que Boeing est un désastre, pour le dire gentiment. Eh bien, c'est pas parce que les Chinois sont meilleurs à cela, ont travaillé dur, y ont réfléchi et ont beaucoup d'ingénieurs, de bons scientifiques et de bons designers. Non, c'est parce qu'ils ont en quelque sorte acquis toute cette technologie des États-Unis, fabriquent des copies bon marché et mettent les travailleurs américains au chômage. C'est vraiment très triste en fait. D'ailleurs, un autre pays qui s'est replié sur l'autosuffisance, même si ça semble paradoxal, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, bien sûr, avait autrefois le plus grand empire du monde, couvrant un quart de la surface terrestre mondiale. Ainsi, elle pouvait obtenir des matières premières de toutes les parties du monde. Lorsque les Britanniques ont commencé à réaliser, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, que d'autres pays commençaient à leur faire concurrence avec succès, ils ont établi une politique appelée préférence impériale. Cette politique créait des barrières tarifaires contre les produits d'autres pays et promouvait le commerce exclusivement au sein de leur empire. L'empire est devenu une grande source de matières premières. Des pays comme l'Inde étaient empêchés de développer leurs propres industries et fournissaient à la place à la Grande-Bretagne du coton et d'autres matières premières. L'Inde est également devenue un marché important pour les produits industriels britanniques. Et puis, ce que la Grande-Bretagne a découvert dans les années 1960, lorsque l'Empire s'est effondré, c'est que ces industries étaient devenues un musée industriel. Je me souviens d'avoir vécu cela. Je travaillais dans l'industrie et je me rappelle avoir visité des usines britanniques, étonné de voir à quel point elles étaient en retard. Dans les années 1970 et 1980, on pouvait trouver des machines-outils dans les usines britanniques datant du 19e siècle. Ce n'est pas une exagération, c'était une dégradation extraordinaire de l'économie. Et l'Amérique est en train de se faire la même chose. Il est intéressant de voir comment les Chinois perçoivent l'émergence de la Chine de l'isolement. Ce n'était pas parce que la Chine ressentait le besoin de changer son attitude isolationniste. Au contraire, la Chine a été forcée de s'ouvrir à cause de la guerre de l'opium. Les Britanniques ont contraint la Chine à s'engager avec le monde et à regarder au-delà de ses frontières.
Cet événement est perçu comme humiliant et préjudiciable dans l'histoire chinoise. Mais il a finalement forcé la Chine à ouvrir ses portes. Cette leçon a été apprise. Lorsque les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers, il y a eu beaucoup de discussions en Chine sur l'opportunité d'imposer des tarifs de représailles. Une chose est certaine, la Chine ne va pas expulser toutes les entreprises américaines. En fait, ils ont soutenu Tesla parce qu'ils voulaient voir Tesla diriger le marché chinois des véhicules électriques. Et cela semble fonctionner. Eh bien, je pense que c'est tout à fait correct. Elon Musk, quoi qu'il en soit, est un véritable homme d'affaires, entrepreneur, industriel et designer. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas américain. Il est originaire d'Afrique du Sud. Cela lui donne probablement une perspective plus globale que certains industriels américains. Il dit essentiellement que Tesla doit commercer et être impliqué dans le monde entier. La Chine est à la pointe des technologies de véhicules électriques et Tesla devrait y être aussi. En tant qu'entreprise automobile entièrement basée sur des produits électriques, Tesla ne peut pas se permettre de ne pas être en Chine. Je ne pense pas qu'il soit la seule personne aux États-Unis à comprendre cela. Apple, par exemple, le reconnaît également, même s'ils n'ont plus de leader visionnaire comme Steve Jobs. Mais vous savez, ils comprennent, je pense à un certain niveau, l'énorme danger d'être dépassés et laissés pour compte s'ils se replient simplement sur eux-mêmes et abandonnent le reste du monde. Les États-Unis ont actuellement une attitude impériale. Ils dominent, pillent effectivement, et protègent leurs industries domestiques de cette manière. Peut-être que le meilleur exemple de cette approche est la Grande-Bretagne. C'est une stratégie désastreuse qui mène à un échec complet. Il en sera de même pour les États-Unis. En Grande-Bretagne, cette approche a rendu la finance trop puissante parce que tout tournait finalement autour d'elle. La City de Londres est devenue trop dominante au sein de l'économie. The City of London became over-dominant within the economy. It became more profitable to invest your money in banks. Il est devenu plus rentable d'investir de l'argent dans les banques, les institutions financières et l'ingénierie financière en Grande-Bretagne que dans l'industrie et la technologie. Ces secteurs stagnaient et n'avaient pas besoin d'investissement car ils ne faisaient concurrence à personne. Le résultat était une économie déséquilibrée. Les États-Unis se dirigent exactement de la même manière et commettent les mêmes erreurs que la Grande-Bretagne. Je devrais dire que j'ai étudié tout cela. Ce n'est pas quelque chose que je ne connais pas. Je peux voir exactement où tout cela mène. Les Chinois ont compris l'énorme danger de l'isolement. Et d'ailleurs, il est important de dire que ce qui s'est passé pendant la fin de la dynastie Qing et aussi pendant une certaine période de la dynastie Ming, lorsque la Chine a fait la même chose, étaient des périodes anormales dans l'histoire chinoise. Dans l'ensemble, la Chine a été un endroit très ouvert. Si vous lisez l'histoire chinoise comme je le fais, vous réaliseriez à quel point cela est vrai. Les Chinois commerçaient avec l'Empire romain, par exemple. C'est ce que représentait la route de la soie. Les Chinois ont compris les dangers de l'isolement et essaient d'y échapper. Les Russes l'ont également compris. L'Occident semble incapable de le comprendre parce qu'il est encore ivre de la croyance en sa supériorité et sa domination, ce qui est l'erreur fatale que les puissances impérialistes commettent toujours. Oui, ils ont surestimé leur propre force, pensant qu'ils pouvaient continuer à dominer partout et tout le monde sans aucune pénalité pour eux-mêmes. Pour revenir au programme spatial chinois, vous avez mentionné que la Chine devient plus ouverte. Le gouvernement chinois essaie de rendre ce programme spatial plus ouvert à l'international. La dernière mission, Chang'e, qui fait partie du projet lunaire, a eu un lancement réussi, n'est-ce pas? Cependant, peu de choses ont été rapportées à ce sujet.
En fait, sur Chang'e, il y a aussi l'analyseur d'ions de surface lunaire de l'Agence spatiale européenne. La France y a également un instrument de détection radar. France has a radar detection instrument. Italy also has a laser corner reflector. L'Italie a également un réflecteur laser sur Chang'e. Le Pakistan a un satellite qui a également été lancé par Chang, le mettant en orbite. Donc c'est déjà assez international. Je pense que la Chine essaie d'être plus inclusive. Pendant ce temps, les États-Unis ont exclu la Chine de la participation à la Station spatiale internationale. Les États-Unis ne voulaient pas que la Chine en fasse partie. Cependant, les États-Unis prévoient de faire atterrir des personnes sur la Lune en 2028, supposément avant la Chine. L'Inde prévoit également d'envoyer des personnes dans l'espace l'année prochaine. Pensez-vous qu'il y a une nouvelle course à l'espace? Is there a new space race, you think? Well, if so, not like the one that I remember from the. Eh bien, ce n'est pas comme celui dont je me souviens des années 1960. J'ai grandi à cette époque. Je me souviens quand Gagarine est allé dans l'espace, et les Américains étaient très contrariés par cela. Ils ont décidé qu'ils devaient atterrir sur la Lune avant la fin de la décennie. Nous étions tous captivés par ces événements. Ce n'est plus ce genre de course à l'espace maintenant. Il y a une course à l'espace, mais l'espace est immense. Il est illimité. Donc, il y a plus qu'assez de place pour que tout le monde puisse concourir. Certains acteurs seront plus forts que d'autres, du moins au début. La Chine est de loin la plus grande puissance manufacturière mondiale et dispose de toutes les ressources dont elle a besoin. It has all of the resources it needs. Russia, by the way, has an enormous. La Russie, d'ailleurs, possède un héritage énorme de technologies issues du programme spatial soviétique. Elle a des scientifiques exceptionnels et un engagement formidable. Ils seront également forts. Les États-Unis pourraient potentiellement l'être aussi, sauf qu'ils doivent maintenant faire face à de nombreux problèmes. Nous verrons si tout cela se concrétise et s'ils sont capables de retourner sur la Lune. En fin de compte, je ne pense pas que les Chinois voudront précipiter leur programme simplement parce que les Indiens vont envoyer un homme dans l'espace. Et alors, d'ailleurs, le premier cosmonaute indien est monté à bord d'un vaisseau spatial soviétique dans les années 1980. Donc, s'ils envoient une personne dans l'espace, il ne sera pas le premier Indien dans l'espace. Je dis ça comme ça. If they do put a person in space, he won't be the first Indian in space. Just saying. Okay. Yeah, and also just to show people that. Oui, et aussi juste pour montrer aux gens l'attitude, n'est-ce pas? Les États-Unis ont exclu la Chine de diverses initiatives. En réponse, la Chine a décidé de faire les choses par elle-même. La Chine a construit un centre spatial et a maintenant un programme lunaire robuste. D'un autre côté, les États-Unis, après avoir mis en œuvre l'amendement Wolf, ont en fait demandé de l'aide à la Chine à un moment donné. Ils avaient besoin d'utiliser l'un des satellites relais de la Chine pour communiquer sur la face cachée de la Lune, ce que les États-Unis ne pouvaient pas faire avec leurs propres satellites. La Chine a accepté de les laisser l'utiliser. Alors, vous voyez l'attitude, n'est-ce pas? La Chine veut collaborer avec les autres, tandis que les États-Unis essayent d'exclure la Chine de tout. Mais cette approche ne fonctionne pas, n'est-ce pas? But does That's it work, absolutely. does it? It doesn't It work. doesn't. No, of course, it doesn't work. I mean, it does. Again, Ça ne marche pas. Bien sûr que ça ne marche pas. Ce que les Américains vont découvrir, c'est qu'ils ne pourront pas bénéficier des avancées technologiques qui se produisent partout dans le monde. Il faut comprendre que la technologie et la science sont globales. On ne peut pas les restreindre à un endroit particulier. Les Américains ont cette idée que s'ils ferment les portes aux autres, ces autres ne pourront pas se développer par eux-mêmes. Mais ceux qui ne pourront pas se développer sont les Américains eux-mêmes, car ils imposent des restrictions artificielles à la diffusion de la science et de la technologie. Les idées scientifiques et les technologies se répandent partout dans le monde tout le temps. Si vous commencez à vous en couper, vous allez vous piéger dans la stagnation. if you start cutting yourself off from them, as I said, you're going to trap yourself into stagnation. And that's what's going to happen to the Americans, the Chinese,
will always Et c'est ce qui va arriver aux Américains. develop their own Les Chinois trouveront toujours des moyens de contourner. Ils développeront leurs propres lancements spatiaux, leurs propres engins spatiaux et leurs propres systèmes satellitaires. Ils seront capables de faire toutes ces choses. Étant donné qu'ils sont une puissance manufacturière bien plus grande que les États-Unis, cela leur donne un avantage inhérent énorme. Regardez simplement le contraste entre la taille des industries chimiques en Chine et aux États-Unis. Les industries chimiques sont cruciales pour développer des carburants pour fusées. Et si nous parlons de technologie électronique avancée, les Américains sont très avancés en technologie d'IA, mais ils importent les puces de Taïwan. But they are importing the chips from Taiwan. They're now trying to force the Taiwanese to Ils essayent maintenant de forcer les Taïwanais à installer des usines aux États-Unis. Ils essayent déjà de contrôler ce processus. En fin de compte, quel pays fabrique le plus de puces? La Chine, de loin. Quel pays a déjà montré qu'il pouvait produire les puces les plus avancées? La Chine l'a fait. Donc vous ne pouvez pas restreindre cela. C'est futile. Cela n'a aucun sens. La politique russe dit, regardez, nous avions autrefois la plus grande industrie spatiale du monde jusqu'aux années 980. Nous nous sommes effondrés dans les années 90. Il est difficile pour nous de la reconstruire à nouveau. Nous avons un énorme risque et engageons d'énormes ressources. Mais travaillons avec les autres. Travaillons avec les Chinois. Mettons notre fierté de côté. C'est beaucoup plus sensé. our pride to one side. It's much more sensible. Yeah, and in terms of the chip industry, I have Oui. to say, Et en ce qui concerne l'industrie des puces, je dois dire que l'administration Biden a interdit l'exportation de puces haut de gamme vers la Chine. Ils doivent comprendre que si vous croyez au marché et au capitalisme, la chose la plus importante pour tout produit est le marché. Le marché est l'endroit où vous obtenez de l'argent pour continuer la recherche. Vous avez besoin de cet argent. Deuxièmement, vous devez tester le marché pour améliorer votre produit. Le marché vous donnera cela. Donc le marché est extrêmement important. Vous pouvez créer toutes sortes de choses en laboratoire. Mais si cela ne fonctionne pas sur le marché, ce n'est pas quelque chose que vous devriez continuer à poursuivre. Comment peuvent-ils ne pas comprendre cela? Ils continuent simplement d'être têtus. Maintenant, ils interdisent tous les puces d'Intel et d'autres entreprises américaines. Ils nuisent à leur propre industrie des puces. Pourquoi l'industrie des puces ne dit-elle pas à l'administration Biden que c'est stupide et que cela ne finira pas bien? Well, all I can say about the last point is that Eh bien, tout ce que je peux dire à propos du dernier point, c'est qu'ils n'ont pas écouté les experts du côté financier lorsqu'ils ont imposé les sanctions à la Russie. Ils l'ont simplement fait de toute façon. Ils n'ont pas écouté les experts de l'industrie lorsque la question de l'augmentation de la production militaire s'est posée en Occident. Je le sais parce que je les ai moi-même recherchés et leur ai parlé. Ils n'ont pas non plus consulté les experts de l'économie industrielle russe. Encore une fois, je leur ai parlé et ils m'ont tous dit qu'aucun d'entre eux n'avait été contacté ou consulté. Donc c'est une administration qui ne cherche pas les conseils des experts. so this is an administration that doesn't seek expert advice. I think that's the simple point to make. I mean, they have a very Je pense que c'est un point simple à faire valoir. Ils ont un ensemble de croyances très idéologiques et dogmatiques. Ils ne sont pas prêts à écouter des voix qui leur disent ce qu'ils ne veulent pas entendre. and they're not really prepared to listen to Je ne sais pas ce que les gens de l'industrie informatique américaine essayent de dire à l'administration, I don't think they see this. I don't know what mais je ne pense pas que l'administration écouterait, même si ces personnes se manifestaient et disaient « Regardez, est-ce que vous proposez de faire ne va pas fonctionner. » En fait, nous savons que cela ne fonctionne pas. And in fact, we know that it is not working. All these attempts to repatriate chip production to the United States. Toutes ces tentatives de rapatrier la production de puces aux États-Unis et de mettre en place des technologies vertes dans le pays ne fonctionnent pas parce qu'elles sont faites de la mauvaise manière. It's not working because it's been Par done exemple,
En matière de technologie verte, les États-Unis sanctionnent maintenant la Chine, qui l'a fait correctement et très discrètement. La Chine n'a pas mis en place des lois entières et n'en a pas parlé comme l'ont fait les États-Unis. Ils ont simplement vaqué à leurs occupations et l'ont fait. Mais ce n'est plus ainsi que les Américains font les choses. Did it, but you see, this isn't the way the Americans do things anymore. Yeah. Yeah, I actually I'm Oui, looking je for cherche new en car fait in une my nouvelle car is voiture. Ma voiture actuelle est assez vieille et je pensais à une voiture chinoise parce qu'elle semble offrir un excellent rapport qualité-prix. Elle est bon marché, mais de haute qualité, ce qui est exactement ce que je recherche. Je pense que l'introduction d'une certaine concurrence sur le marché automobile américain serait bénéfique. Cela obligerait les constructeurs automobiles américains à s'améliorer. Ils peuvent faire mieux s'il y a une certaine pression sur eux. Mais je suppose que ce n'est pas ce que Biden pense. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, la Russie a répété qu'elle ne reconnaît plus Zelensky comme le leader légitime après le 20 mai. Elle a même mis sur une liste de personnes recherchées. Cela signifie-t-il que la Russie ne va pas négocier avec lui après le 20 mai? not going to negotiate with him after May 20th? You know, it was a very interesting interview that Putin gave to. Vous savez, c'était une interview très intéressante que Poutine a donnée à Tsinghua, dans laquelle j'ai remarqué qu'il parlait du fait que la Russie est toujours ouverte aux négociations sur l'Ukraine. C'était la traduction en anglais publiée par le Kremlin. Il n'a pas dit des négociations avec l'Ukraine. Maintenant, je ne pense pas que les Russes aient pris une position dogmatique à ce sujet. Je pense qu'ils ont conclu que l'Ukraine elle-même n'a pas d'autonomie. Ils ont essayé de négocier avec l'Ukraine en mars et avril 2022. Ils pensaient avoir un accord, mais il s'est effondré parce que les États-Unis ne l'ont pas aimé. Si vous regardez l'interview de Poutine avec Tsinghua, il l'a en fait exposé très clairement. At Xinhua, he's actually set it out very clearly. He says, look, we want a. Il dit, regardez, nous voulons un règlement durable, global et juste du conflit ukrainien. Mais cela ne peut être atteint que dans le cadre d'un règlement global de la situation sécuritaire en Europe. Cela signifie que non seulement l'Ukraine et la Russie, mais aussi tous les autres États européens doivent être impliqués. Ce qu'il dit essentiellement, c'est que l'effondrement de l'ancien système de sécurité en Europe, la chute de l'Union soviétique, la fin du pacte de Varsovie et la fin de l'équilibre qui existait en Europe a finalement conduit à cette crise. Au lieu de travailler avec les Russes pour créer une nouvelle structure, l'Occident, et surtout les États-Unis, ont cherché à tirer parti de la faiblesse russe pour pousser l'OTAN vers l'Est. On Russian weakness to push NATO eastwards. And what he's basically saying is, we've got to. Et ce qu'il dit essentiellement, c'est que nous devons revisiter toute cette question. Nous devons trouver un moyen de renverser tout cela et de revenir à une situation plus stable. Nous ne parlons pas à nouveau de division entre blocs, mais il doit y avoir des garanties de sécurité appropriées pour tous les pays, des garanties qui soient vraiment fiables. Cela inclut bien sûr les adversaires de la Russie, mais cela doit également inclure la Russie elle-même. Cela nous ramène essentiellement aux deux traités que les Russes ont proposés à l'Occident en décembre 2021, que les puissances occidentales ont rejetés. Which the Western powers rejected. Yeah. But do you think the war Pensez-vous is que la guerre est en slowing train de down? s'apaiser? Cependant, il y a des choses déroutantes. Estonia Le gouvernement estonien dit maintenant qu'il discute sérieusement du déploiement potentiel de troupes estoniennes. Sont-ils sérieux ou est-ce juste pour la forme? La Pologne prévoit de construire des bunkers ou des tranchées le long de la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Ils ont même mentionné qu'ils sont ouverts à l'idée d'héberger des armes nucléaires de l'OTAN à leurs frontières. Et bien sûr, l'Ukraine continue de mener des attaques en Russie. Ces actions sont-elles justes pour la forme ou sont-elles sérieuses? So, these are just for shows, or are they serious? I mean, No, they're mainly for show. Ils sont principalement pour la forme. The fact is, Ce sont des reflets de panique.
Le fait est qu'il est de plus en plus évident que les Russes vont gagner la guerre. Je pense que même les dirigeants occidentaux le comprennent maintenant. Ce qui est alarmant pour l'Occident, c'est que les Russes semblent sur le point de gagner la guerre beaucoup plus rapidement que la plupart d'entre nous, y compris moi-même, ne le pensions il y a quelques semaines. Il y a très peu de choses que l'Occident peut faire pour inverser la situation, à moins qu'il ne soit prêt à risquer la Troisième Guerre mondiale, ce que bien sûr la plupart des gens en Occident ne sont pas prêts à faire. Je pense qu'il y a de la panique et toutes sortes de personnes disent des choses insensées. Les Suédois disent qu'ils sont prêts à accueillir des armes nucléaires des États-Unis. Les Polonais en parlent aussi. Les Finlandais parlent de mettre en place des forteresses le long de leurs frontières. Les Polonais parlent de faire la même chose. Mais tout cela, en fin de compte, ne résout ni ne change les réalités de la situation. Change the realities about the situation. And the question now is, Et la question maintenant est de savoir si l'Occident comprend que la seule façon de garantir un résultat qui ne sera pas catastrophique pour lui-même est par des négociations. Dans ce cas, ils doivent écouter ce que dit Poutine et prendre au sérieux ses points concernant un règlement complet des questions stratégiques en Europe. Ou bien continuent-ils à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Traiter Poutine de tous les noms, parler de la menace imminente des Russes marchant vers l'Atlantique et laisser les Russes envahir l'Ukraine, comme il semble de plus en plus certain qu'ils le feront. Ukraine, as it looks increasingly certain that they will do. I mean, you've got all kinds of schemes. Je veux dire, il y a toutes sortes de manigances en cours, comme la création d'insurrections en Ukraine et le maintien du conflit de cette manière. Je dois dire ceci, j'ai été en contact avec des gens de la région et ils me disent tout la même chose. L'ambiance en Ukraine est maintenant si terrible que si les Russes les envahissent, beaucoup de gens seront soulagés. L'idée d'une insurrection ne va tout simplement pas se produire. Donc vous savez, il y a encore beaucoup de pensées délirantes en Occident. Mais je pense que le résultat est assez clair. C'est juste une question de quand et si les puissances occidentales l'accepteront. It's just a question of when and whether the Western powers will accept it. Yeah, I also think the earlier they Oui, je pense aussi que plus tôt les Russes pourront conclure cette guerre, mieux ce sera pour l'Ukraine, en particulier pour le public ukrainien, le peuple ukrainien et les soldats, car ce sont eux qui paient finalement le prix. Maintenant, est-ce pour cela que Blinken visite Kiev? Il a fait une visite rapide ces derniers jours, je ne sais pas s'il est encore là. Alors, est-ce le but? Veut-il encore que cette guerre continue jusqu'aux élections de novembre? Est-ce le but? the November election, is that the purpose? Absolutely. Okay. I think that Absolument. Je pense que c'était absolument clair. Il est venu avec un paquet d'aides de 2 milliards de dollars, dont une partie n'est pas des armes, mais de l'argent qui sera donné à l'Ukraine. Il y a un énorme scandale en Ukraine en ce moment, parce que toutes les fortifications qui devaient être construites le long de la frontière avec la Russie n'ont jamais été construites, et l'argent a été volé. Donc, vous donnez encore plus d'argent à un pays comme celui-là, où ce genre de problème existe. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont donner plus d'armes et pousser les Ukrainiens à enrôler davantage de leurs citoyens mécontents pour combattre dans cette guerre. Ils veulent maintenir la guerre, non seulement jusqu'aux élections de novembre, mais aussi longtemps qu'ils le peuvent. November elections, but as long as they can. And I mean, there's a kind of nihilism about this now. Et je veux dire, il y a une sorte de nihilisme à ce sujet maintenant. Ils ne peuvent pas accepter qu'ils ont perdu, alors ils doivent juste continuer cette guerre au prix de plus de morts ukrainiens, espérant que d'une manière ou d'une autre, les Russes se lasseront ou que quelque chose se produira. Et bien sûr, l'autre grand plan qu'ils ont est de convaincre les Chinois de couper les puces et les machines-outils à la Russie. Ils croient que si cela se produit, cela mettra fin à la guerre, selon les termes américains. Donc vous savez, beaucoup de cela, je pense, se passe. Blinken n'est certainement pas allé à Kiev en tant que messager de paix. Il n'y a aucun signe qu'il pensait dans ce sens du tout.
No sign that he was thinking along those lines at all. They don't have a reverse gear, right? And I find that Ils n'ont pas de marche arrière, n'est-ce pas? Je trouve que c'est vrai partout. Sur le champ de bataille, ils n'ont pas de marche arrière pour arrêter toute l'affaire. Ils pourraient. Je veux dire, c'est la place des États-Unis pour exercer un peu de pouvoir. Ils pourraient dire « D'accord, je veux que vous arrêtiez » et alors tout le monde s'arrêterait. N'est-ce pas un message assez puissant? Mais ils ne veulent pas faire ça. Et sur le plan économique, ils ne peuvent pas arrêter de sanctionner. C'est juste sanction après sanction. Chaque fois qu'il y a un problème qu'ils n'aiment pas, alors c'est des sanctions, n'est-ce pas? Ils ne font pas marche arrière et ne disent pas d'accord. Même avec la loi Wolf dont je parlais, il est clair que la NASA veut travailler avec la Chine. Ils ne peuvent pas simplement l'annuler et dire « allez-y ». Ils ne peuvent pas faire ça. Chaque fois que la NASA veut faire quelque chose, elle doit aller au Congrès pour obtenir une exception, pour obtenir une permission spéciale. Comment cela peut-il être une bonne façon de mener des recherches et des collaborations avec d'autres pays? Mais c'est comme ça qu'ils font. Ils ne peuvent tout simplement pas changer de cap, même s'ils savent que c'est mal. Ils ne font pas marche arrière. They don't reverse. I mean, they have no reverse gear. Ils ne reculent pas, ils n'ont pas de marche arrière et ils n'ont même pas de frein. Comme vous le dites justement, ils parlent maintenant de sanctionner l'Inde, leur soi-disant ami. Ils sont également sur le point de sanctionner la Géorgie. Les sanctions sont devenues une industrie en soi. Ils ne peuvent peut-être pas produire des voitures ou des véhicules électriques qui rivalisent avec la Chine, mais ils peuvent certainement produire des sanctions. Mais ils en produisent de plus en plus chaque jour. C'est leur principale exportation en ce moment. I mean, it's their major export at the moment. Okay, about Rafah. D'accord, à propos de Rafah. Alors où cela va-t-il? Je trouve que Netanyahou est dans une position difficile maintenant parce qu'il ne peut pas s'arrêter même s'il le veut. L'extrême droite dans son gouvernement a déjà dit que s'ils s'arrêtent, ils se retireront, provoquant l'effondrement de sa coalition et sa perte de pouvoir. Donc, même s'il le veut, il ne peut pas s'arrêter. En même temps, c'est pas gagnable. Il ne semble pas qu'il fasse beaucoup de progrès. Où cela va-t-il? En attendant, les pays arabes deviennent de plus en plus agités. La Turquie a même dit ouvertement qu'elle avait accueilli 1000 membres du Hamas, bien qu'ils aient ensuite prétendu qu'ils étaient des Palestiniens. L'Égypte menace d'annuler les accords de Camp David. Je ne pense pas qu'ils soient sérieux, mais ils en parlent. La pression monte, mais Netanyahou n'a vraiment aucune issue. Où cela va-t-il? I completely agree with you. I think that, they're in a... Je suis complètement d'accord avec vous. Ils sont dans un piège et leur situation se détériore de plus en plus. L'économie israélienne se dégrade. Ils perdent des amis à travers le monde. Les pays qui étaient prêts à travailler avec eux pour trouver un règlement deviennent de plus en plus impatients et en colère. Mais il est politiquement impossible pour Israël de changer de cap. Nous voyons maintenant le résultat de l'apaisement américain de ces figures extrémistes en Israël pendant tant d'années. Les États-Unis avaient la clé pour trouver une solution au conflit au Moyen-Orient, remontant jusqu'aux années 1960. Finding a solution to the conflict in the Middle East, going all the way back to the 1960s. What it has instead consistently done is that in every... Ce que les États-Unis ont constamment fait, c'est soutenir les positions israéliennes les plus extrêmes dans chaque négociation. Si les Israéliens construisent des colonies illégales en Cisjordanie, les États-Unis les soutiennent ou les protègent. Si les Israéliens lancent des frappes de missiles sur la Syrie ou envahissent le Liban, les États-Unis les soutiennent. Si les Israéliens commencent à empiéter et à démolir des bâtiments à Jérusalem, se rapprochant des zones arabes et du complexe de la mosquée Al-Aqsa, les États-Unis les soutiennent. Au fil des décennies, cela a conduit à un grand groupe de personnes en Israël qui se sont habituées à obtenir ce qu'elles veulent tout le temps. Who have become used to getting their own way all the time,
however extreme their demands are, Aussi extrêmes que soient leurs exigences, ils peuvent toujours être sûrs que ces exigences seront satisfaites parce que les États-Unis les ont soutenues. En conséquence, ils ont maintenant une emprise forte sur le gouvernement israélien. Ils n'ont pas l'intention de s'arrêter parce que franchement, ce sont des fanatiques. Ils veulent recréer le temple à Jérusalem et reconstruire Israël tel qu'il était avant que les Romains ne détruisent le temple en 70 après J.C. Ce ne sont pas des gens avec qui on peut raisonner. Maintenant, ils ont une emprise ferme sur le gouvernement israélien, et le gouvernement israélien, en conséquence, ne peut pas et ne s'arrêtera pas. And the Israeli government, as a result, cannot and will not stop. And of course, these policies ultimately are disconnected from reality. Et bien sûr, ces politiques sont finalement déconnectées de la réalité. Le résultat est qu'Israël lui-même commence à se désagréger. Son armée n'est plus la force qu'elle était autrefois. Elle subit des dommages sévères. L'économie ne fonctionne plus correctement comme avant. Le pays devient isolé sur le plan international, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. La seule façon de maîtriser cela, et peut-être que quelque chose pourrait changer, c'est si les États-Unis se réunissaient vraiment et disaient aux Israéliens « Écoutez, ce que vous faites est complètement inacceptable, c'est immoral et mauvais, c'est un désastre pour vous, c'est un désastre pour nous. » It is a disaster for you, it is a disaster for us. You not only must stop, but you must reverse. Vous devez non seulement arrêter, mais vous devez inverser vos actions et négocier de bonne foi un règlement avec les Palestiniens. Cependant, les États-Unis sont structurellement incapables de le faire. Je suis venu à être d'accord avec Alistair Crooke, le diplomate britannique qui connaît très bien la région. Il croit que d'une manière ou d'une autre, nous nous dirigeons vers une crise majeure au Moyen-Orient. La force irrésistible en Israël devra se heurter à l'obstacle immuable de la réalité. Ensuite, il reviendra à d'autres à l'extérieur, comme la Chine, la Russie et l'Iran, de ramasser les morceaux et d'essayer de parvenir à un règlement durable et juste au Moyen-Orient. Achieve a settlement in the Middle East that is sustainable and just. The US attitude towards the Middle East problem L'attitude des États-Unis envers le problème du Moyen-Orient est très similaire à son approche de l'Ukraine. Récemment, 12 sénateurs ont écrit une lettre sévère à la CPI parce que la CPI envisage de délivrer un mandat d'arrêt contre Netanyahou et d'autres. Ils menacent en fait ces juges de la CPI et même les membres de leur famille. Cette lettre de style mafieux n'est pas du tout une bonne façon de résoudre le problème. Cela ne fait qu'aggraver les choses. Comme vous l'avez mentionné, la faction d'extrême droite en Israël est au pouvoir. De même, l'Ukraine, dans une moindre mesure, a également des factions extrêmes au sein de son gouvernement qui détiennent un pouvoir significatif. N'est-ce pas aussi une partie du problème avec le gouvernement ukrainien? Absolutely, because again, just as it did in Israel, Absolument. Car tout comme en Israël, les États-Unis ont finalement donné du pouvoir à ces personnes en Ukraine également. Ils leur ont toujours donné ce qu'ils voulaient. Ils avaient des positions maximalistes sur la manière de résoudre les problèmes politiques en Ukraine, et invariablement, les États-Unis les soutenaient. En conséquence, ils ont maintenant une emprise forte sur le pouvoir à Kiev, ce qui conduit l'Ukraine à la catastrophe. Les Américains ne comprennent jamais cela. Ce que vous dites sur l'attitude des États-Unis envers la CPI est absolument correct. C'est une institution créée par l'Occident, et la Russie ne l'aime pas. This is a Western-created institution. Russia doesn't like it. China doesn't like it. The United States has. La Chine n'aime pas ça. Les États-Unis s'en sont complètement exemptés, même s'ils l'ont mis en place. Ils l'ont établi à La Haye et l'ont appelé la Cour pénale internationale. Mais dès qu'elle commence à faire son travail comme une cour devrait le faire, ils la menacent de sanctions. C'est comme vous l'avez justement dit, un comportement de type mafieux, détruisant l'institution même qu'ils ont favorisée. Mais c'est ainsi qu'ils opèrent. C'est ce qu'on appelle l'ordre international fondé sur des règles. Nous faisons les règles et vous les suivez. C'est le droit international, version Al Capone.
international law, Al Capone style. And they Leur routine change chaque jour en fonction de leur humeur. mood. Oui, exactement. Okay. D'accord. Un peu léger, mais peut-être pas trop léger. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui est arrivé à Kate Middleton, n'est-ce pas? Elle était censée réapparaître en public après Pâques, et maintenant nous sommes bien après Pâques. Les dernières nouvelles indiquent que la princesse Béatrice devrait prendre le relais en l'absence de Kate Middleton. On dirait qu'elle ne va pas se montrer de sitôt. Alors, que se passe-t-il? Vu des informations parle. Do you get any scoop in Britain what they are talking No, about? I don't. There's complete silence. I mean, Non, je ne le fais pas. Il y a un silence complet. Je peux vous dire que nous avons cette chose en Grande-Bretagne appelée le D-Notice. Très peu de gens en dehors de la Grande-Bretagne en ont entendu parler. Le D-Notice, qui remonte à avant la Première Guerre mondiale, est un avis que le gouvernement britannique envoie à tous les médias et éditeurs, leur demandant de ne pas couvrir une histoire particulière. Ils disent que les intérêts britanniques sont en jeu, donc vous ne devez pas la couvrir. C'est toujours formulé comme une demande, mais c'est une demande que vous devez suivre à la manière de la mafia. Donc je pense qu'il y a un D-Notice à ce sujet. Le fait qu'il n'y ait absolument aucune discussion ou couverture à ce sujet est très triste. Je suis désolé pour elle, pour le prince de Galles et pour le roi, qui a également eu ses propres problèmes de santé. Had his own health issues as well, and at a time when they're still trying to get over. À un moment où ils essaient encore de surmonter l'événement colossal de la mort de la reine, ce sera une tragédie personnelle pour la famille et un grand coup pour l'institution. Je pense qu'il est complètement faux de garder des choses comme ça secrètes. Au contraire, si les gens connaissaient la réalité de la situation de Kate, il y aurait une énorme explosion de sympathie pour elle et la monarchie. Mais l'instinct de nos jours est toujours de tout cacher. Et c'est ce que font les Britanniques. C'est un signe triste. J'espère toujours qu'elle reviendra et se rétablira. Mais comme vous le dites à juste titre, le fait que nous n'ayons rien vu d'elle est troublant. Is perhaps it's a troubling sign. It's a mystery now, right? That exactly what's going on. C'est un mystère maintenant, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe. Sa santé doit être pire que ce que nous pensions. Je suppose que c'est au point qu'elle ne peut pas se montrer ou même dire quelque chose elle-même. Cela semble assez grave. En considérant que Charles lui-même a des problèmes de santé sérieux, n'est-ce pas? Je veux dire, William pourrait devenir roi n'importe quel jour maintenant. Et elle est censée être la reine. Mais maintenant, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Je trouve toute cette affaire très déroutante. Whole thing very puzzling to me. Like, why are they It is hiding very. it? Why are they hiding it? Pourquoi le cache-t-il? C'est profondément antidémocratique. Je me souviens de la dernière décennie de l'Union soviétique. Tous ces dirigeants soviétiques étaient très vieux et chacun tombait malade après l'autre. Tout était gardé secret pour le peuple soviétique. En Occident, les gens disaient « Regardez à quel point les choses vont mal là-bas ». Le peuple russe n'est même pas informé de l'état de santé de ses dirigeants. Eh bien, maintenant, nous le faisons nous-mêmes. Nous le faisons avec la famille royale. Now we're doing it to ourselves. We're doing it with the royal family. Now, I accept that she is ill, that she is a private. Maintenant, j'accepte qu'elle soit malade, qu'elle soit une personne privée, et on s'attend à ce que sa vie privée soit respectée. Mais elle n'est pas seulement une personne privée. Elle est aussi membre de la famille royale. Le peuple britannique devrait être informé de la situation. Je ne comprends pas pourquoi cela se fait ainsi. Je ne pense pas que rendre cette nouvelle publique saperait la monarchie. Bien au contraire. Donc, pourquoi ils font cela, je ne sais tout simplement pas. Comme je l'ai dit, je pense que cela susciterait de la sympathie. Je veux dire, elle est humaine, non? But, I mean, for some he's human, reason- right? So, Alors elle tombe malade. I mean, Exactly. Exactement. Elle tombe malade. Mais non, on ne doit pas nous le dire. Nous n'avons même pas le droit de deviner. Comme je l'ai dit, vous allez dans les journaux ici, et il n'y a aucun commentaire à ce sujet.
There's no comment about this at all. Yeah, and the result of that is a lot of speculations and all kinds of wild rumors. Et le résultat de cela est beaucoup de spéculations et toutes sortes de rumeurs folles. Certains disent qu'elle est déjà morte ou dans le coma. Soyez simplement franc à ce sujet. Quelle est sa situation de santé? Les gens comprendront et seront solidaires, quelle que soit votre décision. People will understand and people will be supportive, whatever Yeah. your decision, right? And so, yeah. Yeah. Okay. All right. D'accord. There's a Il y a beaucoup à discuter. Nous verrons ce qui se passera la semaine prochaine. Bien sûr, vous et moi suivrons la visite de Poutine, n'est-ce pas? watching the Putin's visit, right? So Absolutely. Yeah, I mean, it'd be very Absolument. Oui, ce sera une visite très intéressante. Mais je pense que beaucoup de choses vont se passer au cours des prochaines semaines. Puis-je poser une question, en fait? Il y a cette expression qui est souvent utilisée en Occident. Nous vivons une époque intéressante. Les gens disent toujours que c'est une expression chinoise, qu'elle vient de Chine. Est-ce vrai d'ailleurs? Juste par curiosité. I mean, is that true, by the way? Just asking out of curiosity. so let me Alors, laissez-moi vérifier exactement d'où vient l'origine. Il y a probablement beaucoup d'expressions en Chine avec des histoires derrière elles. Laissez-moi découvrir et je vous le dirai la prochaine fois. and I'll tell you next time. Okay. Excellent. Excellent, parce que c'est une question que nous entendons souvent. Et certainement, nous vivons des temps très intéressants. Interesting time. Yes. Oui, très bien. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Have a good Thank day. you. Merci, Sophia. Passez une bonne semaine. C'était un plaisir de vous revoir. Again. Très bien. Yes. Merci. Great. Thank you.